Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Bazar. Je suis aujourd'hui avec Étienne. Bonjour Étienne. Salut Hugo. Et aujourd'hui nous allons parler donc de Christopher Nolan. C'est le premier épisode d'une série de 4 épisodes qui sera consacré à l'œuvre de ce cinéaste. Et nous allons nous concentrer sur ses 3 premiers films, donc jusqu'en 2002, de 98 à 2002. Donc pourquoi Christopher Nolan? Je me permets de répondre assez rapidement dès le début. C'est parce que tu pourras ajouter ce que tu veux, Étienne, mais c'est parce que, à mon sens, c'était l'un des derniers auteurs hollywoodiens qui faisait encore vendre avec son nom. On voit que c'est plus trop le cas d'un Spielberg, que c'est de moins en moins le cas d'un Coppola. C'est une situation assez compliquée pour Scorsese. Récemment, Robert Zemeckis s'est un petit peu planté avec son Here. Et Nolan, lui, d'une génération un peu plus jeune, fait encore des entrées en capitalisant sur son nom. On l'identifie à des films et on rapporte ces films non pas à ses acteurs ou juste à leur sujet, mais au nom de Christopher Nolan. Je sais pas ce que t'en penses, Étienne, quel est ton rapport, toi, à Nolan? Pourquoi est-ce que t'as eu envie de commencer à parler de son cinéma pour lancer le podcast? Déjà, dans un premier temps, je pense que c'est un réalisateur qui nous rapproche tous les deux, de par notre âge. C'est le cinéaste d'une génération, donc pour les personnes qui sont nées dans les années 2000, dans le début des années 2000 ou à la fin des années 90, on a tous beaucoup été marqués par les Batman, par Inception, par Interstellar. Et comme tu le disais, c'est un des derniers auteurs hollywoodiens. On pourrait même le qualifier de super auteur, dans le sens où il fait des véritables cartons au box-office. Là, j'ai en tête Oppenheimer, qui était en concurrence avec Barbie, qui a vraiment eu l'occasion d'avoir une campagne extrêmement développée. Et voilà, donc il a même remporté l'Oscar du meilleur film pour l'année 2023. Donc voilà, on peut parler véritablement de super auteur parce que il a donc la main libre, quartier libre pour faire ce qu'il veut, traiter les sujets dont il a envie de parler, le tout avec un enrobage extrêmement ample et même monumental. Et je sais que tu tenais à la notion de super auteur et que c'était important pour toi. Et en fait, on l'a presque vendu comme ça, hein. C'est-à-dire que dans la presse, je me souviens quand Tenet sortait et même quand Oppenheimer sortait, c'était est-ce que Christopher Nolan va pouvoir sauver le cinéma, la manière traditionnelle de consommer le cinéma, c'est-à-dire d'aller en salle, de ramener du monde, de ramener des foules. Il rappelle presque au monde entier que les salles de cinéma ont un peu besoin d'Hollywood pour exister. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas grand monde qui arrivait à relever ce défi. Lui, avec Tenet, c'était compliqué, mais avec Oppenheimer, il l'a vraiment relevé. Euh, donc pour ce qui est d'un super auteur, c'est à la fois super auteur dans son style, dans sa manière d'aborder le cinéma, de travailler ses œuvres et ses sujets, mais on remarque aussi que c'est vraiment un auteur, un super auteur dans ce qu'il rapporte, dans ce qu'il représente dans l'industrie, puisque il fait pas, il participe pas à des franchises. Bon, il a fait ses Batman, c'est à part, mais sinon ses films ne sont pas des franchises, ne sont pas des suites, ne sont pas des remakes, et il arrive encore en s'inscrivant dans des grands genres traditionnels, le biopic, le film de guerre, à faire venir du monde en salle. Donc, je suis aussi d'accord avec toi pour ce qui concerne la génération. Je pense que donc on a 23 ans tous les deux et beaucoup de personnes qui ont notre âge ont connu Christopher Nolan comme l'un de leurs premiers repères dans la cinéphilie. Et ça, je pense que c'est important. Je me souviens du bruit qu'avait fait Interstellar, je me souviens de l'importance d'Inception pour beaucoup de gens de notre génération. Donc ça me paraissait, c'est peut-être pas notre cinéaste favori, je te demanderai après ce que t'en penses, mais je pense qu'on a eu tous les deux un rapport assez ambigu et assez changeant à son œuvre et à la manière dont on la recevait, personnellement. Mais c'est quelqu'un qui a en tout cas accompagné au moins en fond notre cinéphilie et notre rapport au cinéma. Ça, je te rejoins complètement là-dessus. Parce qu'il me semble que toi, c'est pas quelqu'un que t'avais aimé tout de suite, ou je sais plus exactement comment ça s'est Bah passé. si justement, j'ai de lointains souvenirs quant à Batman Begins. Je pense l'avoir vu assez jeune quand même, mais je me souviens que pour le coup Batman Dark Knight Rises, lui je l'avais vu au cinéma. Je pourrais même me souvenir de l'endroit, c'était à Concarneau en Bretagne, comme quoi. Et donc c'était vraiment les premiers chocs cinéphiliques si je puis parler de cette manière.
dans le sens où j'ai commencé à constater, à comprendre la notion d'auteur avec Christopher Nolan, c'est-à-dire aller me renseigner sur quelle est la personne derrière cette entreprise, qu'est-ce qu'il a fait comme film, etc., Ouais, etc. Et je me permets de te rapidement, couper, mais ce que tu dis, découvrir la notion d'auteur avec Nolan, c'est ce que la génération juste avant la nôtre, 90-2000, a eu avec Tarantino, par exemple. Pour moi, oui, il a bien sûr, rempli un ouais, peu c'est la même ça. fonction. Pas avec la même ampleur, Et, mais voilà. et avant ça, Spielberg, Et je suis moins sûr, en Kubrick, fait. Coppola. Ah bon? Tu Ouais, je pense que penses? c'était plutôt un Scorsese ou quelqu'un comme ça. Spielberg, c'est quelqu'un qui sa reconnaissance a demandé du temps, alors que Nolan et Tarantino, dans une frange de la cinéphilie, elle a été presque immédiate et reconnue en tant qu'auteur avec un style. Et en plus, et on parlera du style de Nolan, pas de celui de Tarantino, ils ont tous les deux un style qui est très repérable et très identifiable. Oui, c'est vrai que Spielberg était un peu plus caméléon, et en plus de ça, il avait cette connotation de mystère entertainment que Nolan n'a peut-être pas, ou moins en tout cas. Ouais, parce qu'il fait sauter un peu les barrières de l'entertainment. Il a aussi surtout cette réputation d'être quelqu'un qui, depuis le milieu du cinéma de divertissement, essaie de faire des films complexes, intellectuels même. Et on Oui, va y bah en ce venir. sens, il rejoint Kubrick. Voilà, on n'en a pas encore parlé, mais parmi ses sources d'inspiration qui sont clairement assumées et qui sont certaines, il y a Kubrick, Stanley Kubrick donc. Pierre Berthommieu le classe parmi les émules de Stanley Kubrick. Il classe Nolan parmi les émules de Stanley Kubrick, justement parce qu'il charrie la notion de minimalisme monumental. Donc c'est un concept qui est un petit peu cryptique, mais Berthommieu l'explique comme étant la mise en place donc, d'un système qui fonctionne sur l'ambivalence minimalisme et monumental, les deux fonctionnant comme des jumeaux. Donc par exemple, le parfait exemple, ce serait Interstellar. Donc, autant dans la musique, dans les thématiques que dans la photographie. Ouais, ouais, et 2001 ayant posé, 2001, Shining, les grands films à motifs de Kubrick ayant posé les bases de cette espèce de mouvement ou de genre qui s'est épanoui après chez d'autres réalisateurs qui te tiennent plus à cœur que moi, je pense, que sont Soderbergh, Mann, Fincher. Donc Ouais. je sais que c'est un style qui te parle beaucoup, moi je les apprécie, hein, ces auteurs, je les respecte énormément, mais c'est vraiment Nolan pour moi qui sort du lot. C'est pour ça que je rejoins Berthommieu, parce qu'on parle de Pierre Berthommieux, hein, donc le critique de cinéma spécialiste d'Hollywood, qui est une de nos références théoriques principales à Étienne comme à moi. Et, et, et je le rejoins sur ce point, minimalisme, on va dire, de grande ampleur et de grande ambition, minimalisme presque monstrueux d'une certaine manière chez Nolan, mais d'un autre côté, je trouve qu'il s'arrache un petit peu à ce mouvement, mais ça je le développerai un peu plus tard. Bah, là Euh, où Soderbergh et Mann sont plutôt dans le minimalisme pur, bien qu'ils utilisent des moyens complètement opposés à ceux de Nolan, parce que ouais, aussi une chose, c'est que Nolan filme quasi systématiquement en argentique et il opère un refus du numérique. Donc oui, voilà, ils appartiennent, disons, à la famille, au canon minimaliste, mais voilà, il y a ce côté monumental que Kubrick a et que Nolan a, qu'on retrouve beaucoup moins chez Soderbergh ou bien chez Michael Mann. ouais, ouais, bah, je suis assez d'accord, mais là on parle beaucoup de son style. Est-ce que, pour commencer, je crois que toi, t'avais envie de parler un petit peu de sa biographie, de son enfance, de sa jeunesse, de la manière dont il est arrivé à la mise en scène. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, bien sûr. Donc voilà, Christopher Nolan est né en 1970 à Londres, et il faut savoir que durant toute son enfance, sa préadolescence, son adolescence, et même ses débuts à l'âge adulte, il est partagé entre Londres et Chicago pour la simple et bonne raison que son père est un publicitaire anglais. Donc on retrouve déjà une notion de langage visuel, on va dire, dans son ascendance, et qu'il a une mère qui, elle, est employée, donc une mère américaine qui, elle, est employée chez United Airlines. Donc dès lors, on se rend compte qu'il y a un rapport au voyage dans sa vie, qu'on retrouvera aussi dans ses films. Et puis sa mère va ensuite opérer une reconversion professionnelle et devenir prof de lettres, les lettres, la littérature, qui ont aussi une résonance dans l'œuvre de Christopher Nolan. Donc son déclic cinéphilique, si je peux l'appeler comme ça va être le visionnage de Star Wars en salle à Chicago. Le Et premier, par hein. la suite, le premier, c'est ça. D'accord. Et par la suite, son père va lui offrir une caméra Super 8 qui lui permettra donc de faire ses premiers courts-métrages en stop motion.
et ce avec justement des chutes ou des vidéos de prototypes envoyées par son oncle qui lui travaille à la NASA. La NASA, un motif qui reviendra aussi dans Interstellar, donc il y a pas mal de choses qu'on peut déjà relever, c'est assez intéressant. C'est le cas de pas mal de cinéastes, mais je pense que c'est quand même important de le notifier. Et aussi que donc le métier de réalisateur, c'est quelque chose qui lui vient très très tôt. Dès 11 ans, il a l'envie de devenir un metteur en scène. D'accord. Bah, c'est intéressant. Bon, j'en profite, je vais retomber sur mes pattes pour dire que on va citer peut-être des gens qui ont écrit sur Christopher Nolan. Moi, j'aimais bien le travail de Robert Hospian, qui est vraiment un amateur de son cinéma, voire un admirateur de Nolan, et qui avait écrit un petit papier dans le numéro consacré à Nolan par Rocky Rama, qui s'appelait Le Comte de deux villes ou Le Comte de deux cités, alors qu'il me pardonne, et où il expliquait justement que Nolan c'était un cinéaste ambivalent parce qu'il avait grandi entre les Angleterre et Chicago, et que souvent on prenait que l'aspect britannique de son style en pensant que c'est un Britannique importé à Hollywood, alors qu'en fait il a des sources américaines et que ça se ressent. Et ensuite pour ce que tu disais sur son rapport aux lettres et à la technique, ça c'est quelque chose à mon avis qui nous a beaucoup intéressés à tous les deux, c'est la manière dont il fait jouer les deux ensemble, dont il utilise les concepts scientifiques pour faire écho à des espèces d'histoires. Une de ses grandes références, c'est Borges, par exemple. Donc à des histoires avec une grande architecture romanesque. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Euh, ouais, et donc son premier film sort en 98, si je ne me trompe pas, c'est Following. Ouais. Donc on va Mais commencer avant ça, je pense qu'on peut peut-être parler rapidement des de sa courts-métrages. formation et de ses premiers pas, avant juste de passer à Following. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Donc du coup, pour ses études, il choisit de s'inscrire en études de lettres. Donc voilà, encore là, Hugo, tu parlais de Borges, donc ça y fait parfaitement écho. Mais ce qui est marrant, c'est que il n'a pas choisi les études littéraires justement pour étudier la matière littéraire, mais il les a choisis parce que c'était justement un choix stratégique, parce qu'il avait envie déjà dans un premier temps de diversifier sa pensée et d'éviter le formatage d'une école de cinéma, mais aussi parce qu'il avait accès à un matériel professionnel, notamment une caméra 16 mm et un banc de montage. Et donc c'est là-bas qu'il va commencer à réaliser ses courts-métrages, donc Tarantella, puis L'Arsénie, que bon, je dois avouer que je n'ai pas vu, je pense qu'Hugo, toi non plus, tu les as pas vus, Non, moi j'avais vu que Doodlebug. mais... Ah, donc t'as vu Doodlebug quand même, mais bon, c'est Ouais, normal parce que Tarantella et L'Arsénie sont des lost footage, donc c'est-à-dire qu'on peut plus les retrouver, il y a peut-être quelques photogrammes qui traînent sur internet, mais je crois on peut plus rien voir. Et ouais, donc voilà, Doodlebug qui sera un court-métrage de 3 minutes, si je dis pas de bêtises, ouais, une c'est très espèce court. C'est de une espèce de mise en relecture des abîme. métamorphoses de Kafka, ouais voilà, avec une mise en abîme, donc Bah, c'est c'est avec un un homme qui cafard. cherche un espèce d'insecte chez lui et qui en fait se rend compte en le tuant qu'il est en train de tuer un mini lui et découvre au-dessus de sa tête un espèce de double géant de sa personne. Donc c'est une chasse en abîme de lui-même, quoi. Donc Un espèce de ruban de Mobius, quoi. voilà, c'est ça. Déjà l'idée de Version capsule l'infini, bah, cinématographique. il encapsule justement dans une pièce et avec un seul personnage l'idée de l'infini, l'idée du double et l'idée de la continuité, quoi. C'est quand C'est même, ça. sans Et être génial, c'est déjà assez vertigineux comme projet. bien sûr. Et puis c'est aussi là-bas qu'il y a l'University College of London qui va rencontrer donc Emma Thomas, future épouse et collaboratrice. Donc ce sera sa productrice. Et ils vont fonder la société de production Syncopy. Ensuite, il va avoir quelques débuts difficiles. Bon, ça c'est encore à prendre avec des pincettes parce que c'est pas celui qui a le plus galéré avant d'avoir accès au succès hollywoodien. Mais il va quand même réaliser quelques vidéos d'entreprise pour financer ses projets et quelques-uns de ses scénarios seront refusés. Et c'est donc là, si je me trompe pas, qu'arrive à peu près Following. C'est ça, Donc en exactement. 98, Following, qui est un premier film tourné en Angleterre, film britannique. Ce qui, Autoproduit. voilà, autoproduit. Ce qui sera pas, pour l'aspect film britannique, ce sera pas le cas en fait de ces autres films. Quand on y réfléchit, il y a peu de films de Nolan qu'on peut dire britanniques. Si on regarde leur sujet, leur contexte de production, il y a Dunkerque d'une certaine Ouais, manière. c'est ce que Tenet encore. Ouais, Tenet, c'est un film mondial en fait. Oui, Euh, ouais, oui, c'est ça. Ça passe par beaucoup de pôles. Enfin, on reviendra dessus plus tard, mais
Mais Et bon, c'est la seule chose qui peut faire penser à son aspect british, c'est juste que ça s'inspire de James Bond, quoi. Mais c'est tout. oui, dans ses inspirations, en fait, je dis pas qu'il y a plus de racines britanniques dans le cinéma de Nolan, mais que il fait des films comme un Américain pour les Américains très tôt dès son deuxième film. Mais Ouais, Following est encore un film pleinement britannique qui se passe à Londres, c'est ça, oui à Londres. à Londres, ouais, exact. Et Budget très très serré de 6 000 dollars, pardon. Donc pour les gens qui s'y connaissent un peu en budget hollywoodien, voilà, c'est 6 000 dollars, c'est que dalle, quoi. ah C'est bah presque. En France, on peut même pas faire un petit film amateur pour 6 000 dollars. Enfin, je veux dire, c'est rien du tout. Ce stade-là, c'est du bricolage. Et moi, ce qui m'a beaucoup étonné quand j'ai vu le film, c'est qu'il a pas l'air d'un film bricolé. Un film amateur d'une certaine manière, un film imparfait, mais c'est Un pas un film film de bricolé. festival indépendant, un petit peu quand même, il y a cet Oui, c'est aspect-là, ça. mais ouais, on n'a pas la sensation d'être devant un métrage d'étudiant, quoi. Bah donc, on va résumer rapidement. Le film parle d'un homme qui s'est mis à suivre aléatoirement des gens dans la rue pour combler une espèce de vide dans son existence, quoi. Et les suivants, il rencontre quelqu'un qui s'aperçoit qu'il le suit et qui est une espèce de cambrioleur qui se rend chez les gens, non pas pour l'argent, mais pour des raisons un peu malsaines de voyeurisme et pour reconstituer la vie des gens à travers les objets. En fait, c'est un peu ça le projet du film, je crois. Et donc on a ce Mm. duo qui se déplace dans Londres et qui commet des infractions et des petits cambriolages. Et Et il des va... larcins. Voilà, et donc entre deux, une relation assez ambiguë va naître. Je te laisse dire la suite si tu veux en dire plus. Ouais, bah oui, voilà, c'est ça. Donc le personnage de Bill qui est interprété par Jeremy Theobald. Donc voilà, un acteur. Faut savoir que tous les acteurs dans ce Following sont des acteurs amateurs. Que même le film a été tourné sur des week-ends, sur une année entière, parce que tout le monde avait un emploi fixe. Et donc voilà, ce personnage de Bill qui a un espèce de modus operandi, c'est-à-dire qu'il s'autorise jamais à suivre deux fois la même personne et il ne doit jamais entrer en contact. Mais un jour, il transgresse cette règle et il prend en filature deux fois la même personne. Et cette personne finit par s'en rendre compte et entre en contact avec Bill. Donc cette personne, comme l'a mentionné Hugo tout à l'heure, c'est Cobb, donc un espèce de cambrioleur charismatique qui rappelle directement le Cobb de Inception. Voilà, c'est quand même Donc c'est une espèce intéressant. de préfiguration. Mais ça va revenir tout au long du podcast. Hein, mais ces trois premiers films, si on peut l'appeler la trilogie policière, parce que c'est trois films policiers, ont tous, d'une certaine manière, posé le socle et les bases de ce que sa filmographie sera plus tard. Ouais, c'est des sortes de matrices. Oui, voilà, c'est Euh, soit des espèces de... Zut, de... Ah, je retrouve plus mes mots. Bon, c'est pas grave. et, Oui, des espèces de synthèses de ce que pourront être des matrices, en fait, c'est le bon terme, des manifestes, voilà. Des manifestes artistiques Bah, il sur pose les thèmes principaux de son cinéma. Déjà, sur les trois films, on détaillera un peu plus Memento, Insomnia par la suite, mais on voit que euh, Following est déjà un film sur l'idée de la manipulation et du contrôle. Pareil, je renvoie vers Robert Hossepian qui avait dit que le grand thème de Nolan, avant d'être le temps ou la mémoire, c'était le contrôle. Il a parfaitement raison, l'ordre et le désordre. Et déjà, dans Following, on a un personnage qui se fait manipuler, et dans Memento, on a un personnage qui a peur de se faire manipuler. Et ça, c'est très important chez Nolan, et c'est très remarquable, et c'est pour ça qu'il faut le noter, c'est que dès le début, dès son film amateur, dès son premier film produit, après, que sera Memento, il est déjà là en tant que Christopher Nolan, et que le Christopher Nolan qu'on connaîtra plus tard. Il va progresser, évoluer, mais il y a une cohérence immédiate qui se met en place dans son cinéma. C'est pas si fréquent hein, quand on y pense. Non, il sait qui il est, il sait où il va, il sait quelles sont ses obsessions, il sait les déployer dans un dispositif filmique. Et c'est vrai que ça, c'est très rare, notamment chez les grands auteurs hollywoodiens qui ont tendance un peu à faire le yo-yo. Euh, on pense par exemple à Coppola, hein, qui est un cinéaste assez iconoclaste, compliqué à cataloguer, alors que Nolan, c'est l'exact opposé
dans cette espèce de contrôle quasiment maniaque de ses films et de ses obsessions. Et ouais, donc on peut commencer à donner notre avis hein, sur Following, à être transparent. Je pense que c'est un film qu'on apprécie tous les deux. Je veux pas m'avancer et parler pour toi, mais c'est un film qu'on aime bien, qu'on trouve très impressionnant quand on tient compte du contexte, c'est-à-dire du budget, de l'âge qu'il avait au moment où il l'a réalisé, de son équipe technique. C'est lui qui est responsable de l'image et de la photographie dans le film notamment, donc il a eu beaucoup de casquettes, il a écrit le film, il l'a réalisé. Comme tu disais, ce sont des amis à lui qui participent. Et, Mm. et le film, par moments même, est assez beau, parce qu'on pourrait penser que c'est un film à concept. Beaucoup de premiers films de cinéastes ambitieux sont des films à concept. C'est pas complètement faux, mais quand on regarde, notamment au début du film, la séquence où le personnage en voix off décrit son besoin de suivre des gens dans la rue, la séquence est très très fluide, et il y a une musicalité dans cette mise en scène qui montre déjà un réalisateur très sûr au travail. Et le film est très loin d'être parfait, mais quand même, sur certains domaines, en tout cas de la technique, de la rythmique, du découpage, on sent un homme qui a un œil, qui est un technicien accompli ou en train de s'accomplir, et ça laisse présager une carrière très très impressionnante. Ouais. Ouais, et puis le film est quand même diablement efficace, hein. C'est vrai que c'est un adjectif qu'on associe volontiers à Nolan, mais le film fonctionne très bien, autant dans sa structure que dans son jeu d'acteur. Et Ouais, puis, bah après, bon, les acteurs sont bons, ouais. Je sais pas combien de temps il faut passer sur Following, mais parce que ce qui est intéressant pour moi dans Following, c'est de le mettre en perspective avec ce qui suit. bien Euh, sûr, bien sûr. Bah, c'est un film qui est assez important quand tu sais que c'est le premier long métrage de Christopher Nolan, mais il n'y a pas tant de matière à commenter dessus. Même si bah, voilà, il y a quand même des choses intéressantes à dire, notamment bon voilà, par exemple le fait que ce soit principalement en noir et blanc. On sait que le noir et blanc ce serait un motif qui reviendra plus tard dans sa carrière, dans Memento, dans Oppenheimer aussi. Euh, c'est un film qui est une référence assumée au film noir, donc figure de la femme fatale, la manipulation, des tons assez sombres, questionnement sur l'intrusion, perte de contrôle, etc., etc. bah, Après, voilà, ce il qui y est a, il y marrant a aussi, c'est de un... savoir. Non, vas-y, Vas-y, pardon. vas-y, je te laisse parler. J'allais dire, il y a un thème qui est euh, excessivement présent dans le film, qui est celui des objets. Les Ouais, objets sont des indices dans le film. De toute façon, dans le thriller nolanien, dès qu'il fait des thrillers à intrigue, il se sert des objets pour euh, semer le doute, et dans le sens inverse, pour révéler ce qui était caché. Et là, les personnages volent des objets chez leurs victimes. Et ces objets ont souvent une valeur symbolique, ils les prennent parce qu'ils représentent quelque chose ou parce qu'ils veulent faire ressentir à ceux qui possédaient ces objets l'absence de ces objets chez eux quand ils rentreront et qu'ils découvriront que leur appartement a été cambriolé. Donc c'est pas ou du même faire vandalisme, oui, changer de place un objet pour justement semer le trouble bah, révéler sa auprès des présence en personnes fait. qui cambriolent. Et donc Oui, oui. on dit souvent, et on le redira nous beaucoup parce que ça nous tient à cœur, que Nolan est un cinéaste matérialiste. Mais l'objet est une grande donnée du réel chez Nolan, et c'est très important dans Following, et ce sera très important dans Memento, et ce sera très important dans Insomnia. C'est des traces qui permettent d'enquêter dans le réel. Parce que pour Nolan, le réel, c'est quelque chose d'assez complexe, qu'il faut déchiffrer, et c'est pour ça qu'il aime bien les personnages d'enquêteurs, que ce soit des enquêteurs officiels ou des enquêteurs officieux qui sont Officieux. enquêteurs. Ouais, mais en tout cas, enquêteurs par le fait des choses et qui se retrouvent à Bah, enquêter. des chercheurs, des gens qui recherchent la vérité. Oui, 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 bah, ou des détectives, des inspecteurs. En tout cas, c'est un motif qui lui plaît beaucoup. On voit quand il va faire Batman, le Batman détective l'intéresse. On voit que quand que le personnage et j'en dis pas plus après sur Batman, mais de Gordon l'intéresse. Et, et, hum, et c'est parce qu'à mon avis, le réel reste à déchiffrer parce qu'il est plein de lois physiques et il est perturbé par la perception humaine, par la mémoire, par la structure mentale. Et les objets, c'est un point de repère.
Bah, il faut citer Mm. Inception, quoi. La toupie, c'est un point de repère. La toupie de Cobb, qui lui permet de savoir s'il est dans un rêve ou non, c'est un point de repère pour faire la distinction entre le rêve et la réalité. Bah, là, dès Following, on se sert des objets comme des réceptacles du réel. Et ça, c'est vraiment un thème nolanien par excellence. La présence de l'objet, le matérialisme. Donc le film est aussi fascinant pour ça. Je veux dire, si on veut étudier le cinéma de Christopher Nolan, s'il y en a un parmi nos auditeurs qui veut un jour écrire un livre sur Nolan, on n'a pas beaucoup de livres sur Nolan en France malheureusement, donc mettez-vous au travail. Bah, les objets sont une piste qu'on peut pas évacuer, quoi. Bien sûr. Bah, c'était Timothée Girardin, donc un critique de cinéma qui a écrit justement un bouquin sur Nolan, assez, assez sympathique, hein, ma foi, bien qu'il soit très court, mais qui justement parlait du rapport aux objets que Nolan avait, et il expliquait que justement les objets étaient souvent détournés de leur fonction première dans ces films. Comme par exemple. Bah, la toupie, dans Ouais, les ouais. films de Inception, les livres de la bibliothèque dans Interstellar. Alors, dans un certain sens, dans Memento, le Polaroid, il sert à immortaliser des moments, bon, principe de la photo, mais il ne l'utilise pas pour avoir des souvenirs joyeux, ou c'est plutôt pour avoir un ancrage dans le monde réel. Donc il y a ce côté où voilà, tous les objets, à chaque fois qu'ils sont utilisés, sont détournés de leur utilité première. Et je souligne un autre thème, et je pense que ça va nous permettre de lancer sur Memento, euh, qui est son film suivant. C'est que donc le personnage principal de Following se fait en fait piéger, et il se retrouve à tout expliquer à un policier qui le rend coupable d'un meurtre. Alors c'est assez complexe, donc vous regarderez le film si vous voulez voir exactement comment ça se passe, mais en fait il se retrouve face à une vérité incroyable, incroyable pour les autres. Lui a toutes les traces de la vérité à travers les objets, mais les autres ne peuvent pas croire cette vérité parce qu'elle est trop incroyable. Et donc il est pris dans une vérité qu'il doit reconstruire, et par la narration, pour expliquer aux policiers, mais en fait ça s'est passé comme ça ne peut pas être moi parce que à tel moment c'était lui qui a pris tel objet, et en fait dans Memento, et on expliquera l'histoire après plus en détail, mais on a un personnage qui doit reconstruire une histoire assez invraisemblable à partir de traces et de bribes. Donc on voit vraiment que Following portait en germe tout ce qui était à venir dans le cinéma de Nolan, et Ouais, notamment sa narration non linéaire, oui. qui est bien moins appuyée dans Following que dans Memento, mais qui est quand même là. Donc on a 4 temporalités entrelacées, et les points de repère donc, dans ces temporalités-là seront en fait l'apparence du protagoniste, donc il soit change de coupe de cheveux, soit au fil de l'histoire il se blesse, donc son visage change, et en fait chaque scène éclaire rétroactivement une autre, et donc tous les événements prennent un sens complet uniquement à la fin. Donc ça c'est aussi pareil un motif qui reviendra, le twist final qui est souvent là dans les films de Nolan, même dans ceux qui sont qui ont une narration plus classique. Et même un sujet qui se prêtait pas au twist. Il arrive à construire des twists dans Oppenheimer. Ça, c'est vertigineux. L'existence de la révélation dans un film comme ça, qui est inspiré d'une histoire vraie, que tout le monde est censé ou connaître ou pouvoir connaître. Donc oui, il a Mm. un goût pour ce twist, mais souvent, parce que ce twist, c'est un peu ambigu, parce il y a une grande partie de la popularité de Nolan qui est liée à ces twists, parce qu'il y avait une mode des films à twist. Je crois que c'était Julien Dupuis dans Capture Mag qui disait ah oui, mais il y a eu toute une mode, toute une série de films qui étaient des films à twist, et c'était vraiment à Ah, la mode. Seven, Fight Club, enfin, notamment avec Fincher, quoi. Et bah exactement, les années 90, 90-2000, c'était les décennies des films à twist. Mais en même temps, cette popularité amenée par le twist, elle s'accompagne d'une critique très dure où on expliquait que c'était un cinéaste des artifices, un cinéaste froid qui construisait des narrations qui étaient faites que pour tourner autour du twist final, et donc qui n'avait pas Un d'intérêt. pervers aussi, pervers, manipulateur, c'est des termes qui reviennent souvent dans la critique de Nolan. Bah oui, oui, bah, je pense que c'est bon, je dis pas que les gens se sentent abusés ou manipulés quand il y a un twist dans un film, mais je pense qu'ils avaient l'impression que Nolan se plaisait à ne faire que ça, c'est-à-dire à construire des films qui étaient faits pour amener le spectateur sur une fausse route. Et une mauvaise piste, et ensuite lui dire mais non, tu t'es trompé, se sentir
je pense que les spectateurs n'aiment pas un réalisateur ait l'air plus intelligent qu'eux. Et, et, euh, Mm. et c'est sans D'où le méchanceté, succès hein. de Spielberg, hein, des fois aussi. Bah oui, oui, Par bien exemple. sûr. Ouais, ouais. C'est pas du tout péjoratif ce que je dis, Non, non, hein, non, c'est... bien sûr, bah, Spielberg, c'est un cinéaste de la naïveté, c'est pas du tout le cas de Nolan. Donc je pense que il y a je vais pas être polémique dans ces épisodes, mais c'est le seul moment où ça va être un peu, peut-être un peu limite ce que je vais dire, mais la critique, elle a l'habitude de prendre les films un peu de haut en expliquant à tout le monde quelle est la politique des films, qu'implique tel dispositif de mise en scène. Et sitôt qu'elle se retrouve face à un film de Nolan, elle se sent dépossédée de ses concepts et de ses mots, parce qu'elle est face à quelqu'un qui a créé des structures extrêmement complexes, qui manie des thèmes, que ce soit dans l'astrophysique, dans l'armement, la temporalité, qui sont difficiles à critiquer, à comprendre, et donc j'ai l'impression qu'elle se sent un peu impuissante, parce que tout d'un coup elle se dit, mince, pour une fois on n'est pas plus intelligent que le cinéaste dont on critique les films. Peut-être que ça peut expliquer la réception mitigée de Nolan, parce qu'on oublie de le dire, mais c'est un cinéaste très populaire, euh, qui a une base d'admirateurs très forte, mais ses ennemis sont nombreux et virulents. Ouais. Et en plus, allié au fait qu'en tout cas en France, il y a très peu d'exégètes sur le sujet, ça améliore pas sa situation. Même bah, s'il a quand même été oscarisé dernièrement. je dis ça et après on passe sur Memento, mais je pense, mais moi je viens de l'université, j'ai fait des études de cinéma, j'ai vu quels étaient les sujets qu'on pourrait dire à la mode pour les travaux de recherche des étudiants, et je peux vous dire que Nolan en est complètement absent. Et Ça, je veux bien le croire. c'est assez étonnant parce qu'en même temps, c'est un cinéaste qui est très populaire dans cette tranche d'âge, qui n'était pas complètement méprisé par mes camarades, hein, mais qui en tout cas ne leur inspirait pas de sujets de recherche. Et effectivement, il semblerait que l'institution oublie un peu Christopher Nolan, en tout cas en France, parce qu'aux États-Unis, on a vu avec l'Oscar récemment que ça avait un petit peu changé. Mm. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de somme critique importante sur le sujet, si ce n'est chez Pierre Berthaumieux, et encore, euh, ça reste Bah, il pas l'inscrit extrêmement... dans un mouvement, en Oui, fait. dans une histoire des formes. Bon, et donc, Memento est un premier film à très petit budget, on l'a dit, et ensuite, à peine 2 ans après, il réalise pardon, pas Memento, Following, et 2 ans après, il réalise Memento, justement, donc en 2000. Mm. Tu peux nous en dire un peu plus sur Memento, peut-être? Ouais. Alors Memento, donc c'est son premier long métrage à grande échelle. Donc si je veux appuyer sur le fait que Following est un petit film, il y a un budget assez modeste qui est de 9 millions de dollars, mais étant donné que c'est un film indépendant et qu'il réalise un très bon score, il va générer 40 millions de dollars au box-office international. Donc, petite chose intéressante, faut savoir que c'était Aaron Ryder, le producteur du film. Donc, c'est celui qui plus tard produira Donnie Darko ou encore Mud sur les rives du Mississippi. Et en fait, quand la femme de Christopher Nolan, donc Emma Thomas, lui envoie le script, il s'emballe rapidement et il déclare qu'il n'a jamais lu de scénario aussi innovant. Donc voilà, donc comme on l'a dit tout à l'heure, Nolan se fait connaître pour sa narration complexe, son approche de l'identité, etc., etc. Et donc c'est avec Memento qu'il va signer un nouveau scénario original, donc qui est une adaptation de l'histoire de son frère Jonathan Nolan, donc son frère cadet, et qui à la base l'avait écrit sous forme de nouvelle. Donc voilà, si la nouvelle de Jonathan et le scénario du film sont finalement intimement liés, c'est important de noter quand même que les deux ont finalement été développés en parallèle, et qu'en fait on peut qualifier ce Memento d'œuvre transmédiatique. Un peu comme le 2001 de Kubrick, dont le livre était écrit en dialogue avec le film, et aucun n'est l'adaptation de l'autre, en fait. Oui, c'est ça, exact. Pour citer encore un réalisateur dont on l'a déjà dit, qui a déjà influencé largement Nolan. Mm. Je sais pas si c'était conscient et s'il pensait au cas Kubrick en faisant ça, mais en tout cas, oui, c'est assez marrant. Je veux dire, c'est pas souvent que c'est fait de. Souvent, il y a une généalogie, il y a une œuvre qui précède l'autre. Et là, Bah ouais, voilà. Mais après, le fait que ce soit avec son frère, son frère avec qui il collabora souvent, hein, qui est son scénariste jusqu'à Interstellar, si je me trompe pas. Enfin, il c'est fait ça. Interstellar et après, c'est Je fini. crois qu'ils prennent des horizons différentes Ouais, ensuite. Et puis ensuite, Jonathan Nolan travaillera pour HBO. sur Westworld. Ouais, c'est ça, pour Westworld.
Voilà, donc c'est marrant. Memento Mori la nouvelle et Memento le scénario du film vont différer sur de nombreux points quand même, hein. Donc par exemple dans le bouquin le protagoniste va réussir, là où chez Nolan un peu moins bien réussir. Donc Bah, non, non, vas-y, poursuis ce que tu disais, je le dirai après. Mais... non, mais je pense qu'on peut parler maintenant directement du film en tant que tel, hein, de quoi il parle, quelle est sa particularité, qu'est-ce que ça explore, pourquoi il est intéressant, pourquoi il est un peu moins intéressant. Personnellement, je sais que lors de mon premier visionnage, donc je l'ai revu dans le cadre de ce podcast, lors de mon premier visionnage, je suis resté un peu pantois. Je le trouvais très très âpre. J'avais l'impression d'avoir affaire à un peu voilà, je veux dire le terme, la masturbation cérébrale. Je trouvais que c'était très flou, que c'était volontairement brouillon, que les pistes étaient toujours effacées. Et je l'ai revu à la lumière donc de quelques écrits et dans le contexte donc de ces 3 premiers films. Et donc il y a beaucoup de choses qui se sont ouvertes à moi. Donc voilà, c'est quelque chose que j'assume volontiers, hein. C'est important de changer d'avis quand on regarde des films et de les revoir surtout, parce que voir un film une fois, je le souligne, c'est jamais suffisant. Ouais, ouais, bah, mais moi j'avais aimé le film, je l'avais vu assez jeune, la première fois, mais c'est vrai que, comme je te l'avais dit, j'avais un rapport, moi, ambigu au cinéma de Nolan. J'étais pas un admirateur de Nolan, je le trouvais froid, son cinéma, je trouvais ses personnages froids, un peu désincarnés. J'ai beaucoup changé d'avis, puisque je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui était désincarné chez Nolan, c'était l'ordre, et que les personnages essayaient d'atteindre un ordre que leur interdisait leurs passions humaines. L'amour, la peur, l'angoisse. Dans Memento, c'est le cas. C'est un personnage qui essaie de créer l'ordre. Il le dit, je suis organisé. Je suis Ouais, organisé, j'ai une dès le début du méthode. film d'ailleurs. Et voilà. Mais malgré tout, il est porté par une pulsion, qui est une pulsion de vengeance, parce qu'en fait, c'est l'histoire d'un personnage qui veut venger la mort de sa femme, mais qui souffre depuis la mort de cette dernière, assassinée et violée par 2 hommes, de troubles et de perte de la mémoire immédiate. Il est incapable de produire des souvenirs, il se souvient de tout ce qui s'est passé avant l'agression, mais il n'est pas capable de se rappeler de ce qui se passe après. Donc euh, pour y C'est remédier, il ça. écrit, il tatoue sur son corps des éléments, des phrases, et il écrit sur des polaroïdes. Il prend en photo par exemple des individus et il écrit, bon voilà, cet individu-là n'est pas à croire, celui-ci est fiable, celui-ci va t'aider, celui-ci s'appelle comme ça mais il se fait appeler en fait de telle manière parce qu'il veut te mentir. Donc le personnage est en effet très, très organisé, mais il a ce contrôle, toujours le même costume, dans le film, il est coiffé de la même manière, il s'exprime avec méthode, et ses papiers, ses polaroïdes, ses tatouages sont créés avec méthode aussi. Malgré tout, c'est un personnage qui est porté par une pulsion vengeresse et qui peut potentiellement se laisser dépasser par elle et se laisser abuser du fait de la passion qui l'anime. Donc je me rends compte aujourd'hui, et je vois ça dans la plupart de ces films, que cette froideur supposée, finalement, c'est le masque, et que Nolan s'intéresse à l'homme qu'il y Aux a derrière. fissures. Ouais, ouais, bien Ouais, sûr. Ouais, ouais, ça se c'est fissure ça. toujours, Ouais. toujours. C'est presque. En fait, c'est difficile toujours dans les films de Nolan de recoller les morceaux. Et beaucoup de morceaux, de fragmentation, notamment dans son montage. On essaie toujours de les recoller, mais il y a toujours quelque chose qui fait que ça prend pas. Euh, et c'est la dimension humaine. Et je pense que finalement, je dirais pas du tout que c'est un cinéaste humaniste ou romantique, mais c'est quand même un cinéaste qui s'intéresse aux passions des hommes. Ouais. Oui, bien sûr. Et en plus de ça, alors c'est sur un autre aspect, mais c'est quand même un cinéma qui est assez sensoriel chez Nolan. Oui, oui, tu peux développer ou... Oui, bah, c'est-à-dire déjà dans les ambiances, la tension constante, le sound design qui est quelque chose qui va être de plus en plus développé dans ses films et jusqu'à atteindre en tout cas une place très importante. Donc on le sent déjà dans ses premiers films, hein, la bande son qui est réalisée par David Julian, qui va travailler sur Following, sur Memento et sur Insomnia. Donc dans Following, on a cette espèce de, euh, de bruit de fond qui revient un petit peu dans les scènes
dans les scènes importantes. Dans Memento, ça sera plutôt une bande son assez classique, mais de temps à autre, on va avoir le droit quand même à des tentatives assez particulières avec des espèces de borborismes, presque des bruits stomacaux. Donc par exemple, la scène où Lenny, donc Leonard Shelby, le personnage principal interprété par Guy Pearce, va tenter de mettre un coup de pression à Teddy, donc qui est un autre personnage du film. Il faudra qu'on revienne d'ailleurs sur qui est qui, en lui collant un pistolet sur la gorge. Et donc là, la musique va commencer, enfin plutôt l'ambiance sonore va commencer à monter crescendo, et directement ce sera désamorcé par un mouvement de main de la personne qui est menacée, et ça va directement atténuer la musique. Donc là déjà on a plein de tentatives sonores, visuelles, presque parfois qui sont palpables, et qui vont revenir également dans Insomnia. Avec ça, je veux bien faire un parallèle si tu me permets, c'est ce que Timothée Girardin appelle les persistances rétiniennes. Donc en fait simplement c'est des flashbacks qui sont très présents, donc des inserts et qui prennent la forme de flashback, qui sont très présents dans Memento. On l'a dit au début, donc Leonard Shelby va poursuivre l'assassin de sa femme qui s'est fait tuer et violer, et il va souvent avoir des espèces de flashs de la scène de meurtre qui vont apparaître de manière extrêmement sensorielle, presque sensuelle, Ouais, c'est des à réminiscences, l'écran. quoi. C'est ça, voilà. Non, mais je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Il y a une volonté immersive de Nolan de créer des ambiances, et ces musiques sont souvent des musiques d'ambiance, un peu inspirées par le minimalisme de Steve Reich ou Philip Glass, des Following encore une fois, avec plus ou moins d'accent symphonique ou non, électronique ou non, mais ça c'est des variations. Il s'était bien trouvé par la suite avec Hans Zimmer. Mais donc, même avant de le rencontrer, il avait déjà cette aspiration de créer des musiques d'ambiance. Et pour ce qui est de ce que tu appelles, enfin de ce que ce critique appelle la persistance rétinienne, ça souligne, il faut souligner aussi la présence massive du motif chez Nolan, ce qui en fait pour moi en partie un réalisateur hitchcockien qui construit des intrigues mentales, cérébrales, autour d'enquêtes et de mystères, à partir de motifs. Le motif du Polaroid, le motif du temps, de la circularité, de la fragmentation, de la mémoire. Et ça, dans Memento c'est un film à motifs, et c'est un film où les motifs sont extrêmement signifiants. J'avais beaucoup apprécié dans le film la volonté de créer une sorte de synthèse du genre thriller. On empruntait à la fois au thriller paranoïaque des années 60 et 70, euh, et au thriller Mais hitchcockien, même du mental, Vigilance passionnel. Movie. Oui, mais d'une certaine manière, par le biais de la vengeance, Mm. et on épouse quand même un petit peu la vision du personnage qui veut se venger. Et donc, on retrouvait des motifs qui sont des motifs clés du thriller. Par exemple, le téléphone dans la chambre. Il y a une temporalité, parce qu'il y a plusieurs temporalités dans Memento. Une qui. Et ça, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. On aurait peut-être dû le dire d'emblée. Bah, c'est un film qui se divise en deux temporalités principales, l'une qui va dans le sens chronologique et l'autre qui est construite à l'envers, c'est-à-dire que chaque séquence commence s'arrête là où l'autre commençait. Ouais. Et dans C'est la... ce que Nolan appelle hairpin. Hairpin, excusez mon anglais. Donc une structure en épingle à cheveux. Ou, à Oui, oui, bien rebours. sûr, parce que ça se recourbe sur soi, en fait, comment dire, la structure narrative de Memento, elle forme une espèce de virage qui se... Et on boucle la boucle au bout d'un moment, à force de C'est ça. revenir en Bah, arrière. il en avait même fait un schéma. Il y a un schéma qui est trouvable de justement les séquences qui se chevauchent, qui se rejoignent. Et voilà. Donc, et oui, aussi, les séquences qui sont dans l'ordre sont censées représenter une certaine objectivité. Et celles en couleur sont censées représenter donc le point de vue du personnage principal, donc de Leonard Shelby. Mais donc, dans ces séquences en noir et blanc, il y a quand même un élément, c'est qu'elles sont extrêmement simples, elles sont presque... L'immense majorité d'entre elles se passent dans une chambre de motel.
et qui est très peu décorée, dans laquelle il y a un lit et un téléphone. Et le téléphone sonne et Léonard parle au téléphone et plusieurs fois on voit qu'il ne sait pas à qui il parle. Et il a oublié à qui il était en train de parler et il a oublié qu'il devait se méfier de la personne avec qui il était au téléphone. Jusqu'à ce qu'il lise sur ses tatouages, ne répond jamais au Never téléphone. answer de phone, ouais. Et, Et donc là, on et, peut se demander à qui il parlait, on saura jamais. On peut se douter qu'il avait un lien donc avec Teddy, euh, Teddy qui est incarné par Pantolino, si je dis pas de bêtises, me semble-t-il, qui joue aussi dans Les oui, oui. Sopranos. Oui, oui. Ouais, c'est ça. Donc le flic véreux en quelque sorte. Donc à la fin du film, on peut se douter que c'est plus ou moins celui qui le manipule depuis le début. Oui, Joe Pantolino. Et donc ce téléphone, c'était un. Je reviens sur le téléphone parce que c'était vraiment un motif de l'autre et le motif de la paranoïa par rapport à l'information, à l'espionnage. Et je trouvais que Memento en devenait, à force de jouer sur la mémoire trouble, la perte de repères, la perte de confiance, la volonté de la vengeance, la place du téléphone, etc., une espèce de synthèse des grands motifs du genre thriller. Comme s'il essayait de faire. Et c'est là qu'on peut venir déjà à un des grands points de l'esthétique de Nolan, c'est que c'est un cinéaste qu'on dit souvent postmoderne. Et pour cause, parce que c'est quelqu'un qui réalise des films qui s'inscrivent dans des genres classiques et prédéfinis, que sont le thriller, le film de guerre, le biopic, et qui a un rapport discursif, réflexif, intellectuel à ces genres-là. Par exemple, quand il fait un thriller, on sent qu'il est conscient de faire un thriller et qu'il utilise des codes du thriller pour les détourner. Bah c'est ça, hein, c'est un cinéphile appliqué. On Bah, se rend compte jusqu'à qu'il prend plaisir à enchaîner les motifs, qu'il les adapte toujours à son thème, ou tout simplement qu'il les tord ou qu'il les contourne. Bah, par exemple, dans le film qui suit, qui est Insomnia, je fais un bond un petit peu en avant, mais le criminel de son film policier est un auteur de romans policiers, de romans noirs. Euh, il pratique de cette manière-là la mise en abîme, le détournement, l'auto-référencement, en disant oui, je sais que je suis en train de faire un thriller, mais je fais pas exactement un thriller comme vous les avez déjà vus, j'utilise des codes de Après, ce genre. si c'est comme le Insomnia, c'est un remake, est-ce que tu sais si dans le film de base, c'est un, c'est aussi Euh, un. non, non, je plaide coupable, j'ai pas vu le film d'origine, donc. Ouais, moi je l'ai pas vu non plus, hein, Mais mais je sais qu'en tout cas c'est un remake. en tout cas, il choisit des sujets qui lui permettent de revoir des genres et de les revoir avec de la distance. Et ça, je pense que ça a pas beaucoup plu. Ça participe, à mon avis, de la réception trouble du cinéma de Nolan. On a encore la sensation de se faire abuser, comme tu le disais tout à l'heure, de se faire manipuler. Je regarde un film policier, mais il ne cesse de me rappeler que je regarde un film policier. Une forme de cynisme que beaucoup de gens n'ont pas apprécié. C'était mon cas quand j'étais un peu plus jeune. Je préférais le cinéma du premier degré. Hmm. Oui, je peux comprendre. Mais ouais, Euh, ouais. Donc clairement c'est un film méta, Memento. Et même juste pour reparler des flashbacks, hein, ça, je pense que ça fait écho en quelque sorte à Vertigo. Parce que Hitchcock manipule le spectateur avec des faux flashbacks dans Vertigo, en créant également des fausses perceptions de la vérité. Et Nolan prend presque le contre-pied, ou alors il va encore plus loin. bah, déjà, les deux cinéastes jouent sur l'accident et le rapport que ça a à la mémoire. Donc, bon, la mémoire étant un thème capital chez Nolan. Et donc, oui, effectivement, il y a un peu de Hitchcock, comme je le disais, dans le motif, dans la manière dont le motif va entraîner une interprétation de la réalité. Et d'ailleurs, Léonard le dit bah, la mémoire, elle n'est pas fiable. Par contre, il y a des faits. Lui, il croit que le réel, c'est quelque chose qui existe, qui est stable, qu'on peut interpréter par le biais de faits. Et donc il essaie de circuler dans les faits en faisant fi de l'imperfection, et même de la maladie de sa mémoire. Et ça implique un rapport ambigu entre le réel et la perception qu'on a du réel. Et ça, c'était quelque chose qui est aussi très intéressant chez Nolan, c'est que c'est un cinéaste qui souvent s'intéresse à la perception qu'a un personnage, souvent mis dans des conditions radicales. Hmm. Perte de mémoire pour Léonard, Insomnie. insomnie, voilà. Et donc, il s'intéresse à la perception que cette personne-là a du réel et des phénomènes réels.
Et souvent, le spectateur, s'il est abusé également, c'est parce qu'il est mis du côté de ce personnage. Donc c'est pas forcément par cynisme, mais c'est plutôt par identification du fait du dispositif à un personnage qui serait celui par le biais duquel on découvre et comprend le monde. Je suis d'accord, mais je trouve que quand même de moins en moins avec ces autres films. Alors peut-être avec Oppenheimer, oui, mais c'est vrai que dans ces 3 premiers films, on est dans la peau du personnage principal, du héros nolanien. Mais par la suite, ça tend à se dissoudre un petit peu avec notamment les Batman, Interstellar, je sais pas, Inception aussi. On a un peu plus de distance vis-à-vis de Cobb et de son équipe. Ah, Donc disons voilà, qu'il la fait subject... des mouvements de va-et-vient, j'ai l'impression. C'est-à-dire que on note effectivement qu'il y a des espaces aménagés dans son récit que le spectateur ait du recul sur ce qui est en train de se passer, mais il y en a d'autres aussi où les perceptions, où les pistes sont brouillées, parce que dans ces moments-là, il rejoint de nouveau la perception du personnage. Je pense à la fin d'Inception, je pense à certains moments de Batman, notamment une scène de grande tension où il veut sauver 2 personnes en même temps et il sait pas laquelle Hmm. choisir. Et donc tout ça, on est quand même... notre perception est chevillée à celle d'un autre personnage. Donc je sais pas s'il l'a vraiment abandonné, je pense que il l'a Je pense pas qu'il effectivement... l'ait abandonné, tu vois, mais je veux dire, c'est presque le sujet principal de ces 3 premiers films, ou en tout cas de Memento, c'est la relation objectivité-subjectivité, ce qu'on peut croire, ce qu'on ne peut pas croire, et ça commence un petit peu à passer pas en second plan, mais en tout cas à entrer en communion avec d'autres grandes thématiques, des high concepts. Parce que chacun des films de Nolan est intimement lié à un grand concept, donc le temps, l'espace, la matière, la physique quantique, etc., etc. Bah, je suis complètement d'accord, mais d'ailleurs, je pense on peut commencer à introduire Insomnia, qui arrive donc 2 ans après Memento, en 2002. Donc il est très régulier hein, sur ses premières années. Et Il le sera qui, toujours, hein, quasiment. Ouais, ouais, il a une grande régularité. C'est un cinéaste qui aime tourner, mais qui aime aussi prendre son temps et qui est bien en équilibre entre les deux. On sait il sait tenir un budget, qu'il dépasse pas les dates de tournage. Donc c'est vraiment Ouais, quelqu'un d'organisé. ça c'est vrai. Quand on parlait de sa maîtrise de l'ordre, ça le touche personnellement également. Mais Mm. donc Insomnia est intéressant parce que c'est un film qui prolonge cette vision de Nolan du personnage principal comme source de la perception pour le spectateur. Et, Exactement. et comme perception altérée du réel, parce qu'il y a un phénomène. Voilà, la perte de mémoire dans Memento et dans Insomnia, c'est l'histoire d'un inspecteur de police Un joué par Al flic. Pacino, voilà, qui Mm. est envoyé en Alaska pendant La la nuit, longue... Ouais, enfin, la longue journée, quoi. ouais, Et donc, ça c'est veut dire que la ça. nuit, il fait encore jour et il n'arrive pas à dormir. Son sommeil est troublé, il ne dort pas pendant tout le film. Et donc, sa perception, petit à petit, s'enfonce dans les brumes de son insomnie. Et Et donc ça, c'est quelque chose qui était voulu hein, par Soderbergh. Voilà, donc peut-être pour recontextualiser le film, il sort en 2002. C'est un remake du film norvégien donc de Erik Skjoldberg, avec un budget qui cette fois-ci est largement plus élevé, donc on est à 46 millions de dollars. Et donc c'est son premier film qu'il fait avec la Warner en fait. Et donc on arrive sur un film qui on pourrait qualifier d'un petit peu plus mainstream, mais on garde quand même la signature de Nolan, bah, avec la disons que dans sa complexité dans la structure, narration, une forme particulière. dans sa structure, il est a priori plus classique, c'est-à-dire qu'on fait moins de sauts dans le temps, on manipule moins la temporalité, le montage est un peu plus conventionnel, c'est-à-dire que c'est une narration chronologique qui comprend des inserts et cette fameuse persistance rétinienne, mais qui reste chronologique, parfaitement lisible, qui s'approche dans son ton du roman noir et du film noir traditionnel, mais qui a encore une fois, qui révèle cet attachement aux motifs, aux objets, à la perception floue du réel et à la manipulation. Parce qu'en fait, l'histoire, pour entrer plus en détail, c'est l'histoire d'un policier qui, lors d'une scène de traque d'un criminel, tue sans le vouloir parce qu'il est plongé dans une brume très épaisse Une espèce de, l'un ouais, de l'un de ses collègues. torpeur.
Et ce collègue qui est tué était sur le point de comment dire, de révéler des De moucharder. informations, voilà, de révéler des Parce que, informations ouais, à un parce qu'en gros, ce qui se supérieur. passe, Oui, vas-y. c'est que Al Pacino, donc le personnage d'Al Pacino, a maquillé une scène de crime. Donc là, par exemple, ça fait. Enfin, maquillé. Disons plutôt il a falsifié une scène de crime pour faire accuser un pédophile, qui, si je dis pas de bêtises, donc Donc avant le qui aura récit, tué hein. un Ça enfant. c'est Avant très le avant. récit, c'est ça. Voilà. Et en fait, dès le début du film, on a déjà, dès le générique, en fait, on a des inserts donc de cette scène-là. C'est-à-dire qu'en fait, le personnage de Pacino va déposer des traces de sang sur des chemises, et on va avoir ces inserts-là qui reviennent tout au long du film. Et donc en ce sens, ça fait directement écho à Orson Welles aussi, je pense, et à La soif du mal. Donc c'est un policier qui se laisse aller à la fabrique de fausses preuves parce qu'il est un peu désabusé par le fonctionnement de la police. Et donc voilà, et donc durant cette scène de brume, je te laisse continuer Hugo, désolé, je t'ai coupé. Non, non, mais c'est très bien que tu aies fait ce point. Et donc dans cette scène-là, il tire sur son collègue qui allait révéler ce qui s'était passé. Et, euh, et il ne peut pas révéler que c'était un accident parce que on penserait qu'il l'a tué pour cette raison-là, parce qu'il voulait pas qu'il moucharde. Et donc il est pris dans Conflit moral. dans ce conflit, dans cette tension, dans ce dilemme cornélien, le dire ou ne pas le dire, et il choisit de s'occuper de l'enquête et de la traque du criminel sans révéler que c'est lui qui a tiré sur son collègue. Il fait croire que c'est le criminel qu'il recherche qui a tiré sur cet homme. Et le film part de là, et il y a une jeune policière qui l'accompagne sur l'enquête, qui est originaire, donc qui enquête, qui travaille en Alaska, qui n'est pas sur les lieux du crime uniquement pour l'enquête, hein, qui est là en permanence, et qui petit à petit va commencer à avoir des doutes, et justement parce que par le biais d'objets, de traces sur la scène de crime, elle va avoir des preuves matérielles que le récit de ce policier, d'Al Pacino, ne tient pas. Encore une fois, les motifs, les preuves, la trace dans le réel, les faits contre la perception des faits. Et on remarque là la grande cohérence de Nolan, comme on le disait tout à l'heure. Personnellement, je trouve le film bon, très bien tenu, vraiment efficace. La séquence de la brume est splendide, mais je le trouve moins fort, moins puissant que Memento. Je sais pas ce que t'en penses sur ce point. Bah, disons que la proposition est largement moins audacieuse. Après, c'est un film de commande, et c'est à peu près ce qu'on peut attendre d'un réalisateur aussi talentueux et aussi en vogue que Nolan. Mais voilà, c'est vrai que y a peut-être un peu moins de matière, que le film est légèrement plus classique, même si je pense qu'on peut un petit peu creuser quand même. Bon, revenir encore sur des choses qu'on a dites, notamment la figure du justicier chez Nolan, qui est quasiment jamais hors de la zone grise. Donc là, par exemple, le personnage de Al Pacino, donc Will Dormer. D'ailleurs, son nom de famille, Dormer, donc D-O-R-M-E-R, qui fait référence, je pense, au mot français dormeur. C'est quelque chose que Nolan aime bien faire. On le retrouve d'ailleurs dans Inception avec Mal, le personnage principal, le personnage de l'amante du personnage principal. Donc voilà, donc ce personnage-là qui est frappé par l'insomnie a un côté assez caractériel, voire erratique, en partie à cause du manque de sommeil, qui va s'accentuer tout au long de l'intrigue. Et ça reste quand même un flic assez cérébral, qui reste manipulateur. Je pense à cette scène, par exemple, avec lors de l'enterrement de la jeune fille qui se fait assassiner. Donc, il va donc aller parler à une amie de cette fille-là, et il va pour la faire parler, il va lui mettre un gros coup de bluff en faisant semblant de foncer dans un camion sur la route, pour la mettre dans un état, disons, de panique mentale, et jouer sur l'affect des individus avec lesquels il interagit. Ouais, mais de toute façon, les personnages principaux de ces films, encore une fois, je vais pas généraliser, mais une bonne partie des personnages principaux de ces films, c'est des personnages qui manifestent des caractéristiques qui sont proches de celles du réalisateur lui-même, l'obsession de l'ordre, un sens aigu de la justice, de l'harmonie, des valeurs humaines, et il aime bien les plonger dans des circonstances extrêmes, les faire dévier de leur bon sens moral. Et en fait, ce qui l'interroge, c'est
où est le bien, où est le mal. Alors là, c'est des généralités énormes que je fais, mais dans Insomnia, c'est est-ce que il est bon de mentir pour arriver à une conclusion qui est bonne. En fait, est-ce que la fin justifie les moyens? Et même la réponse est ambiguë, puisqu'à la fin, finalement, on comprend que cette fille, elle va décider de ne pas révéler ce qui s'est passé, même si elle s'en est rendue compte, pour protéger et préserver la mémoire de ce policier, qui se fait donc qui meurt, hein, Assassiné, ouais. voilà. Et ce serait pas mal de parler aussi donc de Walter Finch, donc le véritable assassin et manipulateur, incarné par Robin Williams. C'est amusant qu'il soit incarné par Robin Williams, parce que on sait qu'il a un peu cette figure de clown triste, hein. Il a joué dans le cercle des poètes disparus, il a joué dans Hook de Spielberg, donc il a toujours un peu un côté assez gentil, presque enfantin. Et là, il va jouer un espèce de psychopathe froid et manipulateur. Et donc c'est un être, un individu très intelligent également et très organisé aussi. Presque finalement le mauvais côté de ce policier. C'est-à-dire, on a d'un côté quelqu'un qui résout des enquêtes en tant que policier et d'un autre côté quelqu'un qui les fabrique en tant qu'écrivain, les deux étant très organisés et finalement les deux se retrouvent mêlés. L'un a tué une jeune fille, l'autre a tué son partenaire, son collègue, et ils se retrouvent tous les deux criminels. Sauf que le film Nolan s'attache à décrire les différences morales dans leurs gestes et dans le poids du meurtre qu'ils ont commis. Bah ouais, bah Et c'est marrant, j'ai envie de faire des parallèles avec Batman quand on parle de Insomnia là d'un coup. Entre la frontière, entre le bien et le mal, entre le bien et le mal qui est assez poreuse, on va voir que Batman aussi est souvent mis à l'épreuve dans ce genre de cas, même si c'est pas trop le moment et le lieu pour parler de Batman, mais je pense que voilà, c'est encore ce qu'on a répété, hein, mais c'est qu'il y a vraiment des motifs qui s'installent, et c'est fou à quel point Batman, en fait, la trilogie Batman était faite pour lui, en fait, dans ses thématiques. oui, oui, Et bah, de dans toute tous les façon, grands concepts qu'elle charrie. de toute manière, je pense qu'on peut le dire, puisqu'on arrive vers la fin, à mon avis, de l'épisode. On va parler de Batman en suivant. Voilà, je pense qu'on peut l'annoncer dans la deuxième partie. Et là, on tourne un peu en rond dans les concepts qu'on manipule parce que on voulait C'est- souligner vraiment pour ce qui est de ces trois premiers films, la cohérence de l'esthétique de Nolan et de sa thématique, l'intelligence de ses structures, et on n'a pas encore répondu au débat sur le cynisme, la froideur, parce que, en tout cas à mon avis, tu me diras ce que t'en penses, c'est des choses qui effectivement sont présentes dans Memento et Insomnia, qu'on peut trouver froid, qu'on peut trouver cynique, qui sont un peu les œuvres d'un calculateur, mais qui se dissipent, à mon sens, par la suite. Et c'est pour ça que c'est important de montrer qu'il y a vraiment une matrice, un socle, presque un dogme théorique de Nolan qui est très rigide, mais que par contre son style n'a pas cessé d'évoluer pour autant. Ouais, ou en tout cas, il a réussi à le dompter et comment dire, à faire un petit peu taire les petites voix qu'il avait dans la tête. Bah oui, oui, bah, pour souvent pour le meilleur, hein, en plus, parce que je crois que toi comme moi, on est nettement plus passionné par la deuxième partie de sa carrière. Oui, clairement. Moi, je vous avoue que c'était pas avec grand plaisir que je me suis refait Memento, même si j'ai été quand même content de le revoir parce que j'ai pu revoir le film à la hausse et un peu mieux le comprendre. Mais je dirais quand même que j'ai été agréablement surpris par Following Insomnia, hein. Voilà, ça reste quand même Insomnia, ça reste quand même un film qui est extrêmement bien tenu avec un casting 5 étoiles, une super photographie, voilà, un jeu sur la C'est plasticité, sur Wally Pfister, l'éclairage. hein, comme sur Memento. Oh, exactement, ouais. Wally Ouais. Pfister comme sur Memento, et je crois pas qu'il était sur. Non, il était pas sur Following. Ah, ce qui est marrant aussi, c'est peut-être parler du daltonisme de Nolan. Ouais, ouais, bah, je te laisse, vas-y, Ouais, développe. bah voilà, Christopher Nolan est daltonien, et donc ça explique peut-être des fois un peu cette photographie. Bah, déjà, ça peut peut-être expliquer un peu son minimalisme, mais aussi cette photographie qui des fois a des tons assez, Ah, c'est assez terne, hein. unis finalement. Ouais, Ouais, voilà, c'est beaucoup de assez presque uni. monochrome, de couleurs grises, bleues,
bleu-gris, de noir, de chrome. C'est vrai que c'est quelqu'un qui aime les surfaces, qui aime les plages autant visuelles que sonores. Là-dessus, il Ouais, rejoint un peu Michael Mann, hein, ouais, clairement. et, et c'est parce qu'on le rapproche souvent de Michael Mann, et c'est vrai qu'il y a des ressemblances. Alors, peut-être pas sur tous les plans, mais en tout cas, dans le travail plastique, même si Mann, après, avec le numérique, a complètement changé de cap, mais il y a des liens, et c'est vrai que Nolan, c'est un homme qui ne privilégie pas la flamboyance visuelle, mais qui s'attache davantage à la composition de ces images, de ces histoires, et à la manière dont elles prennent sens quand on avance dans le récit. En ce sens, comme c'est vraiment un réalisateur qui aime les structures complexes, les architectures mentales, on le rapprochera facilement de Borges, l'écrivain argentin, Bah ouais, il avait dit dont en 2011, je crois, dans une interview avec Guillermo del Toro, que justement il y avait une nouvelle de Borges. Alors je crois que c'est Funeste ou la c'est mémoire. funeste sous la mémoire, oui, exactement. C'est ça, ouais. Bon, je ne l'ai pas lu, je sais pas si tu l'as lu toi, Oui, oui, bien sûr. Oui, mais je crois qu'elle a. Attends, est-ce que c'est dans Fiction ou pas, Funeste oui, oui, c'est dans Fiction. Mais en fait, il disait que Memento était un cousin lointain Bah, de Funès. Euh, bah, ça prend le pendant inverse. Dans Bah, de Funeste, exactement. c'est l'hypermnésie. C'est un homme qui, à suite à un accident, se met à développer une mémoire absolue, mais tellement absolue qu'il est capable, dans le détail d'un coussin, de voir l'infinité des détails dans le détail. Et C'est génial. c'est un vertige absolu, sa perception du monde est infinie. Mais comme elle est infinie, il se met à créer des langues, des alphabets et des suites qui n'ont de sens que pour lui, qui sont des sortes d'idiolectes où il met des symboles les uns après les autres, et comme il peut se rappeler de ce que signifie chaque symbole dans l'ordre que ça prend, eh bien ça a du sens pour lui, mais effectivement, c'est illisible, un personnage le lui rappelle, le principe des langues et des codes, c'est qu'ils puissent être partagés. Et dans Memento, le personnage pratique aussi un idiolecte par le biais de ses tatouages et de ses images, mais lui, c'est pour non pas Sa propre personne. bah, quand même, mais c'est pour, disons, se sauver d'un phénomène physique qui le rend incapable de poursuivre Se le rappeler à court sens qu'il donne à terme. sa vie. Et là, j'en viens à ce que je voulais dire sur Memento, c'est que, pardon, je finis juste sur ça. Non, je t'en prie. C'est que dans Funès, le personnage ne trouve plus de sens et il n'est plus capable d'en créer. Il a la connaissance infinie, mais il est incapable de produire du sens. Alors que dans Memento, le Léonard veut poursuivre une quête qui donne du sens à sa vie. Et c'est pour ça que cette fin ambiguë où en fait la boucle est bouclée et on a l'impression qu'il va continuer à chasser des potentiels tueurs qui seraient en fait innocents, c'est uniquement parce qu'il veut conserver le sens. Et c'est assez habile, je trouve. En tout cas, moi, je trouve que pour un deuxième film, mener une telle variation comme ça sur une œuvre aussi ambitieuse que Funès, ça devrait intéresser un peu plus la critique. Ouais. Ah bah, il poursuit quelque chose d'impossible à rattraper. Un peu comme ce que Toré disait en parlant bon, il aime bien coller des grands concepts littéraires au film. Donc en parlant de l'année du dragon, il disait que le personnage principal poursuivait quelque chose qui n'existe pas et que c'était une espèce de Akab moderne, Akab ou Achab, je sais jamais, Ouais, à Cap, comme ouais. Dans Moby Dick. Et donc là, on pourrait à peu près dire la même chose, quoi. Il Si poursuit ce quelque n'est chose qui n'existe que, pas. si ce n'est que chez Nolan, la dimension métaphysique, elle se ramasse de plus en plus pour devenir une dimension physique. Il y a de la métaphysique chez Nolan, mais on poursuit pas l'idée de quelque chose, on poursuit la chose en soi. Euh, et, et je trouve que c'est ce qui est assez beau dans son matérialisme, mais ce sera beaucoup plus beau un peu plus tard. Quand on parlera ouais, de ces grands films. C'est pas pour dire que c'est des petits films, mais quand même. Bon, à mon avis, ils sont mineurs, hein. Quand même, ça reste trois Oui, films mineurs. dans sa filmographie. Voilà, c'est ce qu'on disait, c'est des films un peu matriciels, des espèces de manifestes de ce que sera son cinéma après, et puis aussi un peu comment dire, des balises à passer hein, pour se prouver à lui-même et au grand public qu'il est capable de faire des choses très bien. Pour le coup, Insomnia, c'est une étape qui est essentielle dans sa carrière. Euh, Parce que voilà, comme dit, c'est le premier film avec un casting hollywoodien, sa première expérience avec la Warner.
Et c'est en même temps une sorte d'entretien d'embauche avant de se voir confier les clés de Gotham City. Et bon, bah, ça fait une parfaite transition parce qu'on va s'arrêter là pour ces 3 premiers films qui restent importants pour comprendre le style de Nolan, comme on l'a expliqué plusieurs fois, donc on peut que vous conseiller de les voir. Moi, je suis un peu plus attaché à Memento qu'aux deux autres. Étienne, toi, je pense que ton préféré, c'est... Je sais pas trop, j'ai pas vraiment de. Je pense que je dirais peut-être Insomnia hein, pour son en même temps son classicisme et sa tenue, mais je pense que si je devais en choisir un pour son importance et pour disons son audace, ce serait Memento. À mon avis, c'est le plus important, même si je pense que je préfère Insomnia. Bah, parce que toi, tu es Mais un peu ouais, plus sensible que moi, je pense, ce que je vais appeler, sans méchanceté, hein, c'est vraiment avec respect, mais le cinéma du milieu, le cinéma serré, un peu brut, avec peu sec. voilà, un caractère très sec, très américain, à la Sidney Lumet notamment, ou Howard Hawks, Raoul Walsh. Sans dire que Insomnia s'inscrit complètement là-dedans, mais un petit peu plus que Memento. Et Ouais. qui est plus Bah, mais aride, Memento plus bancal. est en soi plus expérimental. Hein. Ah, complètement. Oui, pour le coup, là, ça Nolan, vaut. cinéaste expérimental, oui ou non, bah on verra que par la suite, quand même un petit peu. Ouais, ouais, non, c'est un, un adjectif, un mot qu'on associe trop souvent à des réalisateurs, mais Nolan est vraiment un expérimentateur, malgré le fait qu'il soit dans sa pratique du cinéma un petit peu conservateur, on y reviendra aussi, et on y reviendra Son rapport à notamment. l'argentique. Ouais, voilà. Et on y reviendra notamment la prochaine fois, donc dans le prochain épisode qui sera consacré à la trilogie Batman, et nous avons hâte tous les deux, puisque nous aimons beaucoup Batman sur Bazar. Euh, donc en tout cas, on vous conseille de voir ces 3 films-là, et de repérer comme nous ce qui constitue les bases d'une filmographie passionnante à venir.